corpus d'une œuvre, comme le corps du poète dans les Nuits de France Culture. La langue, les mots, l'écriture, traversée, porosité à la sensation qui marque une existence. Et voilà, tout à coup, dans une ballade qui aurait la légèreté des fêtes galantes, le geste incarné d'une œuvre. Voilà, Guy Goffet, on a traversé le Luxembourg pour arriver ici devant la statue de Verlaine. Oui. Oui. Un beau masque de Verlaine, moi je trouve, contrairement à plusieurs avis. Avec ces femmes, ce buisson de femmes qui monte. Plus joli que les dames que fréquentait Verlaine, je pense. Par peut-être la princesse Rouquine, Marie Gambier. Là, il est au milieu d'un massif, là, de fleurs, un parterre. Il est très bien, ça lui va bien, je trouve. Oui, ça lui va bien. Oui, ah oui. J'aime bien qu'il soit là. Je ne sais pas pourquoi. J'étais touché aux larmes quand je l'ai vu la première fois, cette statue. Je l'avais vue dans des livres, mais pas en réalité. J'aime ce visage de Verlaine qu'on dit laid. Mais il n'est pas laid. Moi, je ne l'ai jamais trouvé laid. Certes, il a les yeux en amande, un peu étirés vers l'arrière, les yeux mongols. On a parlé d'un masque mongoloïde. Qu'est-ce qu'il y a de mongol? Qu'est-ce qui fait qu'on le disait laid? Mais il s'est cru laid lui-même très longtemps. Je crois que... Il avait des yeux un peu particuliers, il avait des pommettes fortes. Et je crois que très jeune, il s'est senti laid et repoussé. Une vie, une œuvre, Paul Verlaine, 1844-1896, par Simone Dweck. À vous dire la vérité, quand j'avais 15 ans et demi, j'en étais follement amoureuse. Je lisais ses vers en cachette. Parce que chez nous, dans ma famille, Verlaine n'était pas en odeur de sainteté. Alors j'avais une bougie. Et dès que je sentais que la maison était endormie, j'allumais ma bougie et je lisais mon poète bien-aimé. Le pauvre Lélian, comme il s'appelait lui-même. Et je me le représentais adorablement beau, avec de longs cheveux bouclés qui tombaient sur un col rabattu, une petite barbe frisée, toute dorée, des yeux bleus magnifiques qui lui faisaient le tour de la tête, une petite bouche rose et le teint pâli d'un homme malade d'amour. Vous pensez, c'était mon idéal? Enfin, je mourrais d'envie de voir mon poète. Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. Mais l'un c'était Verlaine, l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Aujourd'hui les je t'aime s'écrivent tant de mots. Fini les longs poèmes, la musique des mots dont se grise Verlaine, dont se saoule les Rimbaud. Il n'est même pas cité dans une anthologie qui a été très célèbre, publiée je crois en 1928 chez Cras, qui fut l'éditeur des surréalistes. Et les surréalistes ont beaucoup méprisé Verlaine. Et je crois que même aujourd'hui, on ne le met pas, enfin disons les gens qui pensent, ne le mettent pas au niveau de Rimbaud ou de Mallarmé ou de Baudelaire. Mais alors là, je crois que c'est tout de même une erreur, parce qu'il a complètement, c'est lui le premier, qui a complètement renouvelé le vers. Hugo était déjà extrêmement hardi, c'est un maître des techniques, comme l'a redit Valérie, mais Verlaine a complètement métamorphosé le vers. Et ça, on aurait dû lui en savoir gré, c'est comme si ça n'existait pas. Et puis, il a tout de même écrit des choses qui, à leur date, sont d'une extraordinaire nouveauté que seul Mallarmé a reconnue. Nous sommes allés, mon frère et moi, jusqu'au café Procope, à pied, et j'ai ouvert la porte. Et j'ai cherché mon pauvre Lélian. Quelle déception. J'ai vu, au lieu de l'ange d'amour que j'imaginais, un vieux mongol, avec une barbe qui lui sortait n'importe comment, un front bombé, des yeux enfoncés, la porte au fond du corridor, en face. Et puis un pauvre petit nez très vilain. Et, faut-il le dire, un habit très sale. Eh bien,
de ce tas d'oripeaux qui était là trônant, entouré de la fumée des pipes, de ses admirateurs comme un dieu mexicain, dans la fumée des calumets, de ce tas de haillons, de cet homme vraiment laid et peu soigné, il sortait de temps en temps un rire d'argent, un rire d'enfant, un rire puéril et frais comme une fleur. Un rire tellement charmant qu'en dépit de tout, je l'aimais encore. C'est quelqu'un d'un petit peu redoutable, on ne sait pas. Quelqu'un qui est tellement gênant, qui cadre tellement mal son goût pour les jeunes garçons et sa vie avec ses deux anciennes prostituées, comment s'appelait-elle, Philomène Boudin et Eugénie Kranz. C'est inouï, cette misère dans laquelle il était, alors qu'il était extraordinairement connu. Cette manière qu'il avait, raconte ses contemporains, de peindre tous ces objets en or, enfin il les peignait en doré pour avoir l'impression d'être riche. Tout ça était tellement puéril et irritant, puis il était terriblement laid. Mais cette laideur était une laideur, il avait une trogne, c'était une laideur qui avait de l'existence, c'était pas simplement de la disgrâce. Donc jusque dans sa laideur, il y a quelque chose d'attirant et de repoussant en même temps. Si le récit de Marguerite Moreno est resté dans les mémoires, Paul Valéry, lui aussi, la disait, l'avait écrite, cette impression double, cette espèce d'horreur sacrée qu'il avait retenu d'aller rencontrer le poète. Verlaine, à nous laisse des vers que l'on se dit encore comme une petite musique qui tourne dans nos têtes et ne nous quitte pas, des vers de nos enfances. Mais nous souvenions-nous de celui-ci? Le poète est un fou perdu dans l'aventure. Car ce maudit-ci aura bien eu la destinée la plus mélancolique. C'est encore lui, pauvre Lélian, qui parle ainsi de cet orage, sa vie. Les premiers et brefs liens poétiques avec les Parnassiens, les sympathies pour la commune, les dîners des vilains bonshommes. Mariage et prison, conversion et amour masculine. Londres, Paris, Bruxelles et les Ardennes. Et l'œil impressionniste, et le vers musicien de celui qui fut élu après le comte de Lille, le prince des poètes. Un jour de juillet 1872, vagabondant avec Rimbaud, il écrivit à Mathilde. « Ma pauvre Mathilde, n'aie pas de chagrin, ne pleure pas. Je fais un mauvais rêve. Je reviendrai un jour. » N'a-t-il pas fait de son art poétique ce mauvais rêve-là, qui jamais ne s'éveille ? Ça lui va bien, le Luxembourg? Il a dû y passer, forcément. Oui, mais c'était un peu son quartier, d'ailleurs, ici, tout près de là. Entre les deux bistrots, puisqu'il aimait beaucoup les bistrots, je crois que c'est le Petit Suisse et le Petit Prince, rue Monsieur le Prince. Il y a un hôtel dans lequel il a vécu, je ne sais pas comment il s'appelait, Hôtel du Luxembourg. Il a vécu, avec Philomène Boudin, notamment. Il y a une plaque, d'ailleurs. Il faut la voir. Et il aimait bien ce quartier, il habitait beaucoup dans les environs, et puis il a fini, comme vous savez, derrière le Panthéon, là, près du lycée Henri IV. Rue Descartes. Rue Descartes, oui, où il habitait successivement quelques maisons de la rue Descartes. Mais c'était véritablement son lieu avec les Batignolles, puisque c'est aux Batignolles qu'il est arrivé à Paris. À 8 ans, il arrive aux Batignolles, et c'est là qu'il va faire ses premières classes, et puis le lycée, et puis jusqu'au bac, puisque vous savez qu'il ira pas beaucoup plus loin. Il ne passera pas le bac, il aimera plutôt fréquenter les poètes, les dames de petites vertus et les cafés. Car de vocation vers la poésie, je ne crois pas que j'en eusse la moindre à ce moment. J'étais le plus pratique des êtres de ma taille. Gourmand pas trop, paresseux juste au point, assez joueur et qui dormait bien quand il n'avait pas trop gambadé ni bavardé dans la journée. Je n'ai jamais été mélancolique de ma vie. Ce n'était pas pour être taciturne d'habitude, non plus que coutumièrement expansif, in illo tempore. Bref, un parfait petit bourgeois, un équilibré s'il en fut,
On change. Jacques Drillon. Tout était opposé en lui. Et le fait qu'il ait pu être un poète de ruisseau, enfin, un ivrogne de ruisseau, un clochard, et en même temps, sans doute ce qu'on a eu en France de plus raffiné en matière de poésie, est un signe, enfin, le fait qu'on ait pu se moquer de lui comme on se moque d'un clochard, oui, et qu'on ait pu l'admirer comme on admire le plus grand poète du siècle. Et alors ça se retrouve dans certaines circonstances. Par exemple, il était très admiré de la partie la plus élevée, on peut dire la crème des intellectuels de cette époque, mais qui n'avait pas tellement envie de le fréquenter non plus parce qu'il quand même il sentait très mauvais. Alors Montesquieu, par exemple, l'invite à déjeuner, mais envoie son secrétaire à sa place pour déjeuner avec lui. C'est un signe, c'est comme ça. Ou bien on lui vote une pension, enfin je ne sais plus quelle duchesse, une Noailles, je crois, décide de le pensionner, et puis il ne lui verse pas sa pension. Parce qu'il est quand même assez dégoûtant, assez répugnant. Et lui-même fait comme ça dans son œuvre. Il écrit aussi bien ce recueil de poèmes qui s'appelle Ombre, l'homme, et puis ce recueil qui s'appelle Femme. Il écrit aussi bien... qui sont des recueils donc, qui longtemps n'ont pas été édités, oui. Obscènes, érotiques. Voilà. De même, il va de sa femme à Rimbaud et de Rimbaud à sa femme. Il va de la religion au blasphème, et puis il retourne à la religion. Verlaine ne sait pas où il est, Verlaine ne sait pas qui il est. Et c'est certainement de cette instabilité fondamentale que vient une grande partie de son charme. Son vers est comme ça aussi, son vers est très instable. Et c'est pour ça qu'il paraît si vivant. Si vous mettez un crayon debout sur une table, il n'a qu'une envie, c'est de tomber, de se mettre à plat et de retrouver sa stabilité naturelle. Bien Verlaine, lui, il reste debout sur la table. Il est là comme un crayon debout sur sa pointe. Et parfois, il verse du côté du génie et parfois de l'ignominie complète. Je ne pense pas qu'il y ait aucun poète en France dont l'amplitude entre le texte génial et le texte exécrable soit aussi grande. Personne n'a écrit d'aussi beaux vers et d'aussi mauvais vers que Verlaine. Soif de gloire altère et méprise un autre gain. J'ai le plomb dans un nuage et pour ce monde volage, j'ai le plus merveilleux dédain. Qui je suis, qui je suis, qui je suis. Je suis Istoncan, le seul, le vrai, l'unique, et de Rome à la Jamaïque, partout j'ai planté mon camp. Je suis Istoncan, le vrai, l'unique, et de Rome à la Jamaïque, partout il plante son camp. Alors, lorsque vous parlez de Verlaine et de la vie de Verlaine, vous dites, Alain Buzine, histoire d'un corps. Oui, je dis histoire d'un corps, parce que tous les essais sur Verlaine, toutes les biographies, tout ce qui est écrit sur Verlaine, c'est toujours histoire d'une âme. Verlaine, c'est par définition le poétique, l'éthéré, le galant, le saturnien, Watteau, les petites filles, vous voyez tout ce que je veux dire. Or, moi je pense que l'histoire de Verlaine, c'est d'abord l'histoire d'un homme qui se débat avec son corps, qui se débat avec les problèmes de son corps, qui se débat avec l'alcoolisme, il faut le dire clairement, qui se débat avec la bisexualité, c'est aussi quand même un grave problème pour Verlaine. C'est un sujet qui va tenter de négocier les rapports difficiles qu'il a avec son corps, d'abord par la poésie, et puis la poésie va progressivement s'effondrer, et l'alcool va prendre le relais. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que d'une certaine façon, pour Verlaine, d'un point de vue existentiel, le poétique et l'alcoolique auront la même fonction. Voilà pourquoi c'est l'histoire d'un corps, fondamentalement. Et puis parce que c'est l'histoire avec Rimbaud, et l'histoire avec Rimbaud, c'est l'histoire de deux corps, si vous voulez, pas d'un corps, mais de deux corps. Évidemment, les hiérarchies courantes, c'est de dire, il est... il est poète, et ça, c'est merveilleux. 2, il est bisexuel, et ça, c'est comme ça. 3, il est alcoolique, et ça, c'est dramatique. On hiérarchise, évidemment, ces trois rapports. Dans la tête de Verlaine, il n'y a pas d'hiérarchie. Les trois sont au même niveau. Les trois sont des solutions pour ces problèmes.
au fond, toujours assez mal reconnue, mais essentielle chez Verlaine. Jacques Borel. C'est la part du songe. Et elle apparaît très tôt, même dans un poème où... Là, il a une vingtaine d'années. C'est dans les poèmes saturniens. Cette part de la rêverie est déjà marquée. Oui, quand il rêve d'une femme qui a l'inflexion des vachères qui se sont tues, c'est une créature de songe. Et très souvent, ce rêve, ce songe, débouche pas à proprement sur un cauchemar, bien qu'il y ait des poèmes intitulés ainsi, je crois, dans poèmes saturniens, mais ils ne sont pas très bons, ils sont un peu classiques, mais sur une espèce d'effarement où sans que la mort soit toujours nommée, on sent une espèce de vertige. Je crois que c'est un poète très vertigineux, Verlaine. Et ce côté-là, probablement parce qu'il n'a pas donné dans le vers libre, ni été aussi hardi, bien sûr, que Rimbaud. Ce côté-là me semble avoir été très, très négligé. Et il a été, je crois, très sous-estimé, alors que le public continue beaucoup. Alors, vous dites, Ligoffet, que Verlaine, c'est un homme qui marche. Vous le présentez comme ça. C'est l'homme qui marche avec la route devant lui. Verlaine ainsi ne peut que recopier avant la troisième absinthe les poèmes qu'il a écrits en marchant. Mais son vers lui-même est un vers qui marche. C'est un vers, on dit, extrêmement musical. Que veut dire musical pour un vers? Il est extrêmement harmonieux. Et Verlaine avait l'habitude, racontent certains amis, de composer en marchant. Il marchait beaucoup. Vous savez qu'à la fin, il boite. Et d'ailleurs, son vers boitera de plus en plus, jusqu'à devenir vraiment, véritablement boiteux. Il est atteint d'une hydrarthrose du genou. Mais pour moi, je l'ai vu comme un homme marchand, parce que quand on habite les Ardennes, et puis il aimait les Ardennes, dont vous savez, sa famille, toute son ascendance provient des Ardennes. Et on marche beaucoup dans les Ardennes. D'ailleurs, Rimbaud était un marcheur aussi. On marchait pour aller faire du trafic de la France à la Belgique. On faisait du trafic et Verlaine a marché beaucoup, de Charleville à Bouillon, de Bouillon à Paliseul, etc. Mais tout ça, ça nous entraîne dans les Ardennes, cette partie qu'on appelle l'Ardenne. Et il y a un poème que tout le monde connaît, qui est un poème qu'on dira exemplaire, mon vœu, de la Mélodie de Verlaine, qui est un des premiers poèmes parnassiens, qui est... Pourtant, c'est un poème où il parle de rêve. C'est mon rêve familier, mais je voudrais attirer l'attention simplement sur le mouvement d'un vers. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Et cet avant-dernier vers est un vers tout à fait marché,
Moi, je les ai dit en marchant. J'ai marché tous ces poèmes pendant 2 ans. Mais, et pour sa voix lointaine et calme et grave est là, l'inflexion des voix chères qui se sont tues. On s'arrête. Il y a ce mouvement de collines aussi, parce que vous savez que l'Ardenne est montueuse, elle est aussi, les rivières sont sinueuses, tout est musical dans l'Ardenne, c'est sinueux, montueux. Eh bien, c'est l'impression de petites montagnes russes sans arrêt. Et ce vers suit exactement. Hein? Et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a, avec un bel enjambement, l'inflexion des voix chères qui se sont tues. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur, et tous ces tailles de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou, tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime? De la musique encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton vers soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature. Il y a un tas d'auteurs sur lesquels je ne ferai pas de biographie. Mais le cas Verlaine est intéressant parce que la poétique est vraiment un geste biographique. Hein, c'est une façon qu'il a de répondre lui-même à ses problèmes biographiques. Verlaine n'a jamais considéré qu'il y avait une espèce de transcendance du poétique. S'il a tant admiré Rimbaud, c'est sans doute parce que Rimbaud le pensait, quant à lui, que le poétique dominait l'homme et l'emportait, et l'homme n'avait aucune importance par rapport à cette transcendance poétique. Verlaine, pas du tout, pas du tout. Hein. Il écrit vraiment poétiquement au fur et à mesure de ses besoins psychologiques. Je crois qu'il écrivait de façon très désordonnée, bout de papier, sans suite, enfin dans un désordre épouvantable. Il réécrivait énormément, ça on en est certain avec les brouillons. C'est un très très grand technicien, si je puis couper. C'est une poésie. Alors là par contre, ce dont je suis certain, c'est que ça n'est pas une poésie de l'inspiration. Hein, il n'écrit pas comme ça, vous savez, on imagine le poète et brusquement il prend sa feuille de papier, il jette, comme dit le poème, sur le papier. Pas du tout, c'est très très travaillé. J'entends la première partie, hein, la production poétique de Verlaine, après c'est un peu plus douteux, mais c'est une poésie très travaillée, très savante. Vous savez que c'est un des grands critiques aussi du 19e. C'est un type extrêmement compétent, c'est un type qui lit ses collègues, qui a lu beaucoup de poésie, qui a participé à beaucoup de revues, et ça n'est pas une poésie, comment je dirais, immédiate. Vous savez... fabriquer du verre impair, c'est très très compliqué. Les gens n'imaginent pas. Ce verre qui boite, c'est le verre le plus complexe qu'on puisse imaginer. Un verre régulier est finalement moins complexe à monter qu'une boiterie harmonique, si j'ose dire. Faire de la boiterie une forme de l'harmonie, c'est dur quand même. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Et le fait, par exemple, qu'il oppose toujours, enfin qu'il oppose, mais enfin qu'il ne fasse pas se superposer le son et le sens, est une chose très frappante. Chez lui, enfin chez un poète normal, je dirais, même un poète romantique, chez Hugo ou chez Baudelaire, et à plus forte raison chez Racine ou La Fontaine, le son est au service du sens. Est-ce que vous voulez faire un effet, une allitération, ou bien le sens est servi par le son. Tandis que dans Verlaine, c'est pas le contraire, mais c'est indépendant. Ce sont deux choses qui circulent indépendamment. Vous prenez n'importe quel poème qui, du point de vue sonore, est très beau, les plus célèbres, les sanglots longs des violons de l'automne, etc. Vous avez le son voyage pour lui-même, pour le goût que Verlaine avait pour le son. Mais il n'illustre pas, il ne double pas, il n'est même pas la légende sous la photo. Il est complètement indépendant. Il y a un voyage du son et un voyage du sens. On trouve ça un peu dans Corneille. Dans Corneille, on trouve ces groupements d'alexandrins par quatre et cette manière qu'il a de faire circuler
le sens indépendamment de la coupe alexandrine, qui suggère un petit peu ça. Disons que Corneille fait semblant d'oublier la contrainte de l'alexandrin, et donc le sens circule comme un peu les blancs dans une page entre les mots, comme ça fait des rigoles. Eh bien, dans Verlaine, c'est le son par rapport au sens qui sont complètement indépendants. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Puis je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Lorsque Verlaine écrit des sonnets, il y a le texte qu'on peut lire, il y a la forme qu'on peut voir et qui est claire et qui est limpide, mais on a l'impression qu'il faut avoir des clés de lecture aussi des sonnets de Verlaine, qu'il y a un sens secret qu'il faut aller chercher. Je crois que le sonnet boiteux, qui est assez difficile à scander, enfin on ne scande pas des poèmes français, on scande des poèmes antiques, André mais Gendre. tout de même enfin difficile à rythmer. Ce sonnet montre bien à la fois le désarroi et en même temps la recherche de pureté, enfin le drame de Verlaine. Prenons le premier quatrain. Ah, vraiment c'est triste, ah, vraiment ça finit trop mal. Il n'est pas permis d'être à ce point infortuné. Ah, vraiment c'est trop la mort du naïf animal qui voit tout son sang couler sous son regard fané. Alors, je l'ai lu un petit peu comme, disons, on l'accentuerait normalement. On dit, ah ben, Verlaine ne pratique pas rigoureusement la césure. Et le vers acquiert une certaine harmonie, mais peut-être le sonnet ne boite-t-il pas assez. Et on pourrait imaginer, enfin, les métriciens comme Mazalera sont très rigoureux là-dessus, et disent, mais non, il faut imaginer une césure à 6 ou à 7, une seule. Et on dit, mais comment? Eh ben oui, pourquoi pas? Alors essayons. Ah, vraiment, c'est triste. Ah, vraiment, ça finit trop mal. Alors, je fais une césure là, un peu inattendue. Ah, vraiment, c'est triste. Ah, vraiment, ça finit trop mal. Il n'est pas permis d'être à ce point infortuné. Ah, vraiment, c'est trop la mort du naïf animal qui voit tout son sang couler sous son regard fané. Et on a à ce moment-là un vers beaucoup moins harmonieux, mais beaucoup plus expressif, où peut-être Londres fume et crie « Oh, quelle ville de la Bible !» Et je pense que si Verlaine a intitulé son sonnet boiteux, c'est qu'il l'imaginait, disons, s'écarter de cette manière de la métrique classique. La métrique a un sens, la métrique porte un sens, et il me semble que si le sonnet est irrégulier, si le sonnet boite, c'est que quelque chose boite dans Verlaine, et par exemple ce sonnet extraordinaire, ce sonnet boiteux qui évoque la vie malheureuse de Verlaine avec Rimbaud à Londres, au début de l'année 1872, eh bien, ce sonnet marque un désarroi d'abord, un grand désarroi. En revanche, il faut faire attention, il faut prêter attention à tout de même un certain nombre d'hémistiches, et en particulier ce « Oh, quelle ville de la Bible » qui est au vers 5, et puis
Oh, le feu du ciel sur cette ville de la Bible au vers 14. Et je pense que c'est l'autre Verlaine qui apparaît dans cette, disons, intrusion dans la boiterie. C'est l'autre Verlaine qui apparaît, c'est-à-dire le Verlaine qui aimerait croire, qui aimerait être soutenu par la pensée chrétienne, etc. Je le vois là. Je remarque aussi que dans ce sonnet, le seul vers, et donc je dis qu'il était irrégulier parce que Verlaine fait rimer à la fin, fait assonancer, il fait plutôt une assonance, c'est l'assonance de Bible terrible et triste, triste est une assonance, mais un seul vers est vraiment sans rime, c'est sans espérance. Et je pense que si un seul vers ne rime pas, c'est évidemment pour marquer de façon catégorique le désarroi. Eh bien, non, vraiment, c'est trop un martyr sans espérance. Alors, le sonnet me paraît lui fournir, disons, dans le cadre rigoureux, lui permet d'inscrire une boiterie. Elle se marque mieux dans un cadre rigoureux. Et elle lui permet d'évoquer, ça c'est évident, les souvenirs malheureux, puis les désirs secrets. Mais en même temps, elle lui permet de placer à des endroits très importants, parce que le sonnet est une forme stratégique, elle lui permet de placer à des endroits très importants, vers 5 et vers 14, la marque de l'aspiration de Verlaine. Même si c'est pour évoquer ici les destructions, la colère de Dieu, mais tout de même, la ville de la Bible, c'est important pour lui. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison? Ce deuil est sans raison? C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Alain Buisine. Verlaine, c'est un poète qui se bat avec son corps et qui va progressivement faire de son corps son corpus, qui va faire de son corps sa poétique. À la fin de sa vie, l'exhibition de son propre corps, c'est sa posture poétique. Il n'y a plus de différence entre exhiber le corps et être poète. Mais ce pauvre Lélian, comme il s'appelait dans les poètes maudits, ce pauvre Lélian n'a pas simplement chuté. Ce serait trop simple, je crois, de parler de Verlaine uniquement comme ça. Verlaine, c'est quelqu'un qui est toujours entre deux, qui est toujours dans une ambivalence, dans un flou, dans mais même à la fin de sa vie, bon, il y a eu beaucoup de témoignages. On sait un peu ce qu'il racontait dans les cafés. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps, à s'innocenter, à dire mais non, c'est pas de ma faute, c'était la faute de Rimbaud, c'était la faute de ma femme, c'était la faute de la société, c'est la faute de n'importe qui. Donc ça, c'est la relève, pour immédiatement dire ah, je suis un salaud, je suis vraiment une ordure, je suis quelqu'un de fini, et se culpabiliser. Alors on sait qu'à la fin de sa vie, comme ça, tous ces topos qu'il n'arrêtait pas de tenir tant qu'il était encore capable de les tenir à table, fonctionnent comme ça sur cette double bande du démoniaque et de l'angélique. Et dès qu'il essaie de s'angéliser, c'est pour remontrer qu'il est démoniaque, et dès qu'il dit qu'il est coupable, c'est pour essayer de montrer qu'en fait il est tout blanc et qu'il ne faut pas le noircir. Un joue comme ça, toujours en double bande. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible où nous joignons nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu, le ciel, et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu vers le ciel noir.
Tel, il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Verlaine passe pour un homme bon, extrêmement bon et tendre. Et je pense qu'il est tendre et que tous ceux qui entendent ses poèmes savent qu'il est tendre, sentent la tendresse là-dedans. Ça gêne peut-être un peu aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que Verlaine n'est pas très à la mode, je crois. Il y a chez lui une grande tendresse. Vous savez, quand il habite la rue Nicolet, ça montait également, la rue Nicolet, donc c'était l'appartement des Motets de Fleurville, et c'était Montmartre. Juste là, cette scène, cette fameuse scène où il veut brûler les cheveux de sa femme parce qu'elle ne veut plus lui donner d'argent pour sortir, et où l'enfant se met à pleurer et il l'envoie contre le mur. Finalement, les parents interviennent, puisque les parents habitaient au-dessous. Ils interviennent, Verlaine s'en va, il se sauve naturellement. Il se sauve et il va au café en dessous, qui est au coin, qui est toujours au coin. Et dans ce café, il boit, il se saoule, et il dort, et le lendemain matin, il se réveille. Et que fait Verlaine, qui est l'homme du repentir? C'est l'homme qui balance toujours d'un pied sur l'autre, qui est aussi porté vers l'avant, mais qui est toujours... En fait, il va de l'avant en regardant derrière lui. Parce que quand il a fait un pas, il pense que le pas qu'il a fait, il regrette ce pas qu'il a fait. Toujours. C'est l'homme du repentir. Et ce poème qu'il écrit à Mathilde et qui paraîtra dans les Ariettes oubliées plus tard, vous le connaissez. Alors c'est toute la tendresse de Verlaine, tout le regret de Verlaine. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Jacques Drillon. Si on prend par exemple un poème qui est loin d'être génial, mais qui est très bien fait, qui s'appelle Croquis parisien, c'est le premier d'eau forte dans les poèmes saturniens, où Verlaine dit « La lune plaquait ses teintes de zinc par angles obtus. Des bouts de fumée en forme de cinq sortaient, drus et noirs, des hauts toits pointus. » Bon, c'est une espèce de décor, comme ça, presque de décor de théâtre, presque de ces décors vous savez, ces pièces du boulevard du crime, ces choses-là où on voyait des espèces d'images de maisons un petit peu plus étroites à la base qu'en haut, avec des... Oui, ces toits pointus. Eh bien, le fait, par exemple, qu'il ait pensé à dire que la lune plaquait ses teintes de zinc, ce terme de plaquer, ça fait des aplats picturaux, ça fait du décor, ça montre que c'est un décor, qu'il ne parle pas de Paris. C'est beau s'appeler croquis parisien, il ne parle pas, c'est un croquis, justement, donc c'est noir et blanc, c'est très stylisé. De même, des bouts de fumée en forme de cinq, pareil, de la même manière, ou par angles obtus, c'est des choses très très anguleuses. Il donne des idées d'angle, comme ça, il arrive à multiplier les indications qui vont vous permettre de construire votre fantasme, de construire votre image. Sortait drus et noirs des hauts toits pointus, ça a du mal à sortir. Sortait drus et noirs des hauts toits pointus, on les voit ces choses extrêmement géométrique, comme un croquis qu'on aurait agrandi et dans lequel on aurait mis un personnage. Donc on a la couleur, le décor, hein, c'est cette espèce de Paris comme ça, fait de toit, et puis la couleur, le son, la bise, le chat, et puis qu'est-ce qui reste là? Le personnage. Et donc on se trouve, moi, troisième et dernière strophe, moi, j'allais, rêvant du divin Platon et de Phidias, et de Salamine et de Marathon, sous le clignotant des bleus becs de gaz. Donc, Verlaine se représente dans ce théâtre-là, la vie est un théâtre, la vie est un songe, il se représente rêvant de gloire, de Platon, grand philosophe, Salamine, Marathon, grande victoire, etc., Phidias, grand architecte, dans cette chose minable, ce qui n'est même pas une ville, qui est tout juste un croquis, auquel personne ne croit. C'est ça, au fond, qu'il veut dire, c'est que personne n'y croit à ce décor, et lui n'y croit pas non plus. Je trouve que cette manière de montrer que tout ça est un décor et pas une ville, ce qu'aurait fait Baudelaire. Baudelaire aurait montré la ville.
Et le soir qui tombe, et les gens qui sortent des maisons comme des rats pour aller vers la foule vile, et sous le fouet du plaisir, etc., etc. Lui, non, pas du tout. Lui, c'est beaucoup plus superficiel que ça, beaucoup plus, oui, stylisé en petites touches. Voilà où ça pourrait être. Et si c'était comme ça, j'y serais. Et j'y serais comme ça. Mais la vraie vie est ailleurs. Voilà, ce croquis parisien, pour moi, c'est tout Verlaine. On y sent sa manière, cette espèce de retenue, de pudeur, de glisser mortel, n'appuyez pas, qui se poursuivra jusqu'à Sartre. C'est ça, sa morale, sa seule morale est là. Il y avait aussi le poème qui marche, beauté des femmes, comme un qui boite au loin, chagrins et joies. Au jour, la vie a un nom, voici 3 minutes. En enfance, j'ai revu l'enfant unique. Écoutez la chanson bien douce, ça c'est magnifique. Vous connaissez ça? Ça, on la connaît, hein. C'est tellement bien, ça a été chanté par Ferré, admirablement. Hein. Écoutez la chanson bien douce, qui ne pleure que pour vous plaire. Va ton chemin sans plus t'inquiéter. La route est droite et tu n'as qu'à monter. Ça, j'avais repris dans... Voilà, alors je ne sais pas si ça vaut... On l'a lit, celui-là? Oui, voilà, on la lit. On le lit tout de suite, là? On va. Va ton chemin sans plus t'inquiéter. La route est droite et tu n'as qu'à monter. Portant ailleurs le seul trésor qui vaille et l'arme unique au cas d'une bataille. La pauvreté d'esprit est Dieu pour toi. Surtout, il faut garder toute espérance, qu'importe un peu de nuit et de souffrance. La route est bonne et la mort est au bout. Oui, garde toute espérance, surtout. La mort là-bas te dresse un lit de joie. Et fais-toi doux de toute ta douceur. La vie est laide encore, c'est ta sœur. Sage, grave d'accord, et même chaud, pour écarter la prudence. Porté, allais-je dire, par une rêverie aux confins de l'ombre et aussi de l'absence à soi-même. Et c'est là qu'il est le plus neuf. Et alors l'étrange, c'est qu'il semble vraiment avoir pris peur des confins où risquait de l'entraîner cette rêverie vertigineuse. Et cela, j'espère qu'on m'absoudra de parler de l'œuvre et l'homme, se retrouve aussi dans sa vie. Par exemple, La Bonne Chanson vient tout de suite après Les Fêtes galantes et on n'y trouve plus du tout ce côté-là. Ce sont des poèmes sages, raisonnables, et alors on peut penser que dans la vie, peut-être, il a été émerveillé dès qu'il a vu Mathilde Mottet qui avait 16 ans. Peut-être aussi a-t-il voulu lutter contre son homosexualité en l'épousant. Ça, bon. Mais ce n'est pas uniquement à cause de l'œuvre et l'homme que je dis cela, mais parce que s'interrompt dès, au fond, qu'il essaye de se conformer, disons, à la norme, à la loi. Il échappe, mais c'est aussi un exorcisme, je pense, à cette sorte de pente vertigineuse en lui qu'il effraie, dont il ne sait où elle le mène, et qui très souvent le conduit en effet jusque à la rive de la mort, mais une mort elle-même non nommée, ce qui est un peu faux, parce qu'il est tout de même singulier, je crois avoir insisté là-dessus, là, dans la Pléiade, qu'un poème dont on peut s'étonner qu'il ne l'ait pas repris dans Poème saturnien, et qui s'intitule Fadaise, s'intitule, je crois, Madrigal, et fait penser aux Fêtes galantes, et ça semble être un madrigal adressé à une femme, un peu dans le style du XVIIIe siècle, comme les Fêtes galantes. Et ce n'est pas à une femme, c'est à la mort. Et ça se termine par « Car je vous aime, ô Madame la mort ». Et à plusieurs moments, dans La Bonne Chanson, on est revenu à des vers sages, traditionnels, classiques, raisonnables, mais qui du coup ne nous paraissent plus verlainiens. Il y a 2 poèmes verlainiens
dans la bonne chanson qui n'ont plus aucun rapport avec les poèmes de fiançailles. Qui sont Oh, il y en a un, c'est ça, avant que tu ne t'en ailles, pas l'étoile du matin, mille cailles chante, chante dans le thym, tourne de vers le poète, etc. Et ça, oui, c'est là où il y a aussi le très célèbre poème qui a été mis en musique d'innombrables fois, La lune blanche, lui, dans les bois, de chaque branche, par une voix sous la ramée, qui est très verlainien, mais qui n'est plus du tout, celui-là encore a l'air très sage, le poète du songe, de la rêverie et de l'effarement. Armes vibrées, mains admirables, prenez-les. Mains scélérates à défaut des admirables. Prenez-les donc et faites signe aux en allés dans les fables plus incertaines que les sables. Tirez du rêve notre exode, voulez-vous? Nous mourrons d'être ainsi languides, presque infâmes. Armes, parlez. Vos ordres vont être pour nous la vie enfin fleurie au bout, s'il faut, des lames. La mort que nous aimons, que nous eûmes toujours pour but de ce chemin où prospèrent la ronce et l'ortie. Oh, la mort sans plus ses émois lourds, délicieuse, et dont la victoire est l'annonce. Et on a l'impression que dans cette dissolution qu'il décrit tout au long de sa poésie, de son œuvre, on a l'impression que là, il y a un espace, l'espace littéraire, l'espace de la poésie, justement, lui, il est construit, enfin, lui permet une construction, non? Ah, tout à fait. La André structuration Gendre. de cet espace est particulièrement sensible dans la très belle série des 10 sonnets de sagesse, où le poète imagine un dialogue entre Dieu qui parle et lui qui répond. Et à Dieu est consacré à la parole de Dieu est consacré un sonnet, à la réponse du poète ou du jeu est consacré un autre sonnet. Et oui, on peut bien montrer à l'aide de cette pièce comment se structure la part poétique, enfin l'espace poétique de Verlaine. Je le lis peut-être. Seigneur, c'est trop. Vraiment, je n'ose. Aimer qui? Vous? Oh non, je tremble et n'ose. Oh, vous aimez, je n'ose, je ne veux pas, je suis indigne. Vous, la rose immense des purs vents de l'amour, ô vous, tous, les cœurs des saints, ô vous qui fûtes le jaloux d'Israël, vous, la chaste abeille qui se pose sur la seule fleur d'une innocence mi-close, quoi, moi, pouvoir vous aimer, êtes-vous fou, Père, Fils, Esprit? Moi, ce pécheur-ci, ce lâche, ce superbe qui fait le mal comme sa tâche, et n'a dans tous ses sens odorat, toucher, goût, vue, ouïe, et dans tout son être, hélas, dans tout son espoir et dans tout son remords, que l'extase d'une caresse où le seul vieil Adam s'embrase. Alors, je crois que l'espace est particulièrement bien défini dans ce sonnet. Certains ont dit, mais non, ces espèces de dialogues, ces bribes comme ça de paroles ne conviennent pas à un sonnet, qui est une forme un peu plus rhétorique. Je ne pense pas, je pense qu'on a là un usage extraordinaire et nouveau du sonnet. C'est un sonnet de la méditation par fragments. C'est Verlaine qui tâtonne, qui cherche son espace, qui est sans cesse reporté vers une autre manifestation, vers, disons, de crainte en crainte, et puis aussi peut-être d'admiration en admiration, qui est reporté et qui boite. Alors ça, c'est un des Verlaine. Et puis le Sisin, les deux tercets sont beaucoup plus rhétoriques et beaucoup plus suivis. Moi, ce pécheur, si, ce lâche, ce superbe qui fait le mal comme sa tâche, et n'a dans tous ses sens, odorat, toucher, goût, vue, ouïe, et dans tout son être, hélas, dans tout son espoir et dans tout son remords, que l'extase d'une caresse où le seul vieil Adam s'embrase. Le vieil Adam qui s'embrase,
Vous savez, enfin, ça c'est quand même le pêcheur et qui s'embrase. Donc, ce qui est une audace extraordinaire, c'est de faire voisiner dans le sonnet une recherche, un dialogue avec Dieu, morcelé comme ça, et puis, comme ça, dans la confiance, une confiance extraordinaire, l'aveu tout de même d'un abandon au désir. Et alors, Dieu sait qu'il est marqué, hein, tous ses sens, odorat, toucher, goût, vue, ouïe, dans tout son être. Il arrive à affirmer cet autre côté de lui. Alors, quel espace, le sonnet. Il avait bien raison de dire qu'il était immense, n'est-ce pas? Seigneur, c'est trop, vraiment, je n'ose aimer qui vous, oh non, je tremble et n'ose, oh, vous aimer, je n'ose, je ne veux pas, je suis indigne. Alors vous parlez du poétique, d'abord chez Verlaine. Parlons-en du poétique, Alain Buisine. La fonction du poétique chez lui, la façon dont, au début, il écrit. Alors, pour essayer de présenter les choses un peu simplement, je crois que Verlaine a eu toute sa vie un but, c'est déréaliser le monde qui l'entoure. Hein, déréaliser le monde qui l'entoure, c'est-à-dire produire des effets de néantisation du monde, il ne supporte pas le monde dans lequel il vit, produire des effets d'évanescence. Il y a de très belles expressions de Richard, là-dessus, de Jean-Pierre Richard. Hein, il s'agit, par la poétique, de vaporiser le monde. Moi, ce que je voudrais montrer, c'est que cette vaporisation, c'est le projet existentiel de Verlaine, pour autant qu'il faut distancier le monde, le néantiser, le supprimer, ne pas le voir. Et qu'il y aura différents dispositifs de néantisation. Paradoxalement, l'hôpital, vous savez qu'à la fin de sa vie, il va passer la moitié de son temps dans les hôpitaux, en particulier à Brousset. Eh bien, l'assouplissement, vous voyez, dans le lit d'hôpital, c'est une forme de vaporisation du monde. Il est entre un demi-sommeil, un demi-rêve. Il ne sait pas comme ça très bien où il est. C'est une façon de vaporiser le monde. Et l'alcool, tous les gens qui boivent un peu le savent, c'est une façon un peu lourde, je l'accorde, un peu abrutissante, mais c'est aussi une question de vaporiser le monde. Tant et si bien qu'entre, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant dans le cas de Verlaine, entre le poétique et le biographique, il y a une unité totale. Quand la poétique s'alourdit, quand la versification s'empâte, hein, quand les poèmes deviennent un peu lourdingues, pour le dire un peu trivialement, dans les derniers recueils, et là, vous pensez à quoi? Bonheur, par exemple, ou Dédicace, qu'est-ce qu'il fait? Il boit un peu plus. Il relaie l'impossible évanescence poétique par la déréalisation alcoolique. Dans une rue, au cœur d'une ville de rêve, ce sera comme quand on a déjà vécu, un instant à la fois très vague et très aigu. Oh, ce soleil parmi la brume qui se lève. Oh, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois. Ce sera comme quand on ignore des causes, un lent réveil après bien des métempsycoses. Les choses seront plus les mêmes qu'autrefois. Dans cette rue au cœur de la ville magique, où des orgues moudront des gigues dans les soirs, où les cafés auront des chats sur les dressoirs, et que traverseront des bandes de musique. Ce sera si fatal qu'on en croira mourir. Des larmes ruisselant douces le long des joues, des rires sanglotés dans le fracas des roues, des invocations à la mort de venir, des mots anciens comme un bouquet de fleurs fanées, les bruits aigres des bals publics arriveront, et des veuves avec du cuivre après leur front, paysannes, fendront la foule des traînées qui flânent là, causant avec d'affreux moutards et des vieux sans sourcils que la dartre en farine. Cependant qu'à 2 pas, dans des senteurs d'urine, quelque fête publique enverra des pétards. Ce sera comme quand on rêve et qu'on s'éveille, et que l'on se rendort et que l'on rêve encore de la même féerie et du même décor, l'été dans l'herbe, au bruit moiré d'un vol d'abeilles. Et alors l'étonnant, c'est que ce monde de rêve qu'il semble craindre et désirer, là, parce qu'il y a aussi l'invocation à la mort de venir, fasse cependant appel, dans cette ville de rêve, à tous les lieux, y compris les cafés, à tous les objets du monde réel, et même très précis,
C'est ça, c'est une sorte d'étrange rêverie tout de même, où les objets du monde, de la réalité, sont comme fondus, oui, dans un songe qui s'en empare et presque les dissout en même temps. Jean-Pierre Richard parle Oui. aussi de la porosité à la sensation. Ah oui, ça, la sensation, oui. Ça, c'est un peu de la sensation, Verlaine. D'ailleurs, il emploie lui-même le mot aigu dans ce poème dont nous venons de lire quelques vers. Et Jean-Pierre Richard, dans mon souvenir, j'ai pas lu depuis pas mal de temps, est très sensible, lui, au côté qu'il appelle le fané dans l'œuvre de Verlaine. Alors, c'est aussi un de ces paradoxes et un des aspects de cette rêverie. C'est combien il est en effet poreux à la sensation, c'est un être de sensation, hein, et cette sensation est tout de même extrêmement vive et extrêmement aiguë, et en même temps a les couleurs, oui, de ce que Jean-Pierre Richard appelle justement le fané. Ça, c'est très, très, très étrange, et c'est très difficile d'en sortir. Il a réussi admirablement, mais ça échappe même à toute définition. Il y a presque une sorte de paradoxe, parce que toutes les sensations notées sont extrêmement vives, extrêmement aiguës. C'est très, très, très étrange. À la fois comme vivement ressenti et comme éloigné dans une sorte de brume. C'est aussi un poète de la brume. Ça, alors, la brume revient très souvent aussi, oui. Calme dans le demi-jour, que les branches hautes font. Oui, on peut pas le réduire à des espèces de chansons comme ça, hein? Pas du tout. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie berce de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves, comme des soleils couchants sur les grèves. Fantômes vermeils défilent sans trêve, défilent pareils à des grands soleils couchants sur les grèves. J'ai toujours une impression que ce qu'il voulait faire, c'était, justement, comme il dit lui-même, bâtir sur la pointe d'une aiguille. Il avait soit une sensation, soit une vision, soit une idée, soit un moment, très bref, très, très petit, très pointu, comme ça, et qu'il allait simplement lui donner une existence. Normalement, un point en géométrie, ça n'a pas de surface. Et donc lui, il allait donner une petite surface. Par exemple, quand il écrit les poèmes à Lucien Létinois, quand il raconte le bois de Boulogne, ses promenades quand il allait chercher à la gare, etc., il a eu vraisemblablement cette sensation-là, ce souvenir-là, du moment où il faisait ses allers-retours à la gare pour aller chercher Lucien et pour le ramener. C'était des petites sensations de rien, presque de la nostalgie de la chose au moment où elle se passait. On sentait que déjà à ce moment-là, il allait regretter que ce moment s'achève, pendant que le moment avait lieu. Donc cette sensation-là est restée, et il a décidé d'en faire quelque chose. Alors il développe sur un sonnet, ou 20 vers, ou par là. Et puis c'est fini. Et il retrouve une autre sensation, une autre image, une autre soleil couchant sur les grèves. Bon, on va faire quelque chose avec ça, les soleils qui couchent sur les grèves. Je pense qu'il a dû aussi, enfin je ne sais pas, mais j'imagine qu'il a dû aussi travailler avec des sonorités de base, comme Valéry faisait avec les rythmes. Il disait, au début était le rythme, donc j'ai écrit le cimetière marin sur un rythme qui était une coque vide. Voilà. Je pense qu'il a dû faire ça aussi. Mais surtout, développer ce qui est impalpable, développer ces espèces de choses en demi-teinte, si volatiles, si minces, le jour qui tombe, un parfum qui s'élève, le plaisir dans l'œil.
Même dans la rêverie verlénienne, même lorsqu'elle les éloigne ou s'en détourne, ou semble s'en détourner. Et ça, c'est vraiment très étrange, c'est présent dès le début, dès les poèmes saturniens, où les arbres le long de l'étang sont déjà des fantômes. Je crois que c'est le recueil où le mot fantôme, qui disparaîtra pratiquement, apparaît le plus souvent. Mais ça veut dire quelque chose quand même. Ça n'est pas une pure image. C'est une image, bien sûr, empruntée au monde réel. Ces arbres sont là, le soleil couche, c'est bien le soleil couchant, et en même temps, c'est une théorie de fantôme ou de pénitent. Il y a dans une œuvre en prose mauvaise, comme elles le sont presque toutes, de Verlaine, dans les Confessions, tout de même un passage très très étonnant sur ses rêveries dès l'enfance. À l'époque de ma toute petite enfance, les régiments se déplaçaient fréquemment. Celui de mon père dut quitter Metz peu après ma naissance et rejoindre à Montpellier. De ce séjour, j'ai surtout à la mémoire de très somptueuses processions religieuses où des jeunes gens de la ville en robes monacales de diverses couleurs, la plupart du temps blanches, avec des cagoules rabattues sur la tête, percées de 3 trous pour la vue et la respiration, se joignaient, qui m'effrayaient passablement. Ces pénitents qu'on les nommait, et qu'on les nomme encore. Moi, je les appelais les fantômes. Il y a aussi alors le clair de lune, qui est présent notamment, presque d'un bout à l'autre, des fêtes galantes. Mais ce n'est plus du tout le clair de lune romantique. Non, c'est une lune hostile, serait peut-être trop dire. C'est pas le terme, mais qui farde les êtres, qui en fait des espèces d'ombres blanches. Ils sont fardés, blancs, et comme fantomatiques. D'ailleurs, il y a le vers, tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune. Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau pâles parmi les marbres. Donc il y a déjà la lune qui farde, là, et ça ira s'accentuant. Ça, je crois que c'est le premier poème, peut-être. Et c'est... Ah oui, on n'a jamais été plus loin, même, du clair de lune banal et romantique. C'est un clair de lune tout à fait troublant. L'une avait 15 ans, l'autre en avait 16. Toutes deux dormaient dans la même chambre. C'était par un soir très lourd de septembre. Frêle, des yeux bleus, des rougeurs de fraises, chacune a quitté pour se mettre à l'aise la fine chemise au frais parfum d'ambre, la plus jeune étend les bras et se cambre, et sa sœur les mains sur ses seins la baise, puis tombe à genoux, puis devient farouche et tumultueuse, et folle est sa bouche, plonge sous l'or blanc dans les ombres grises. Et l'enfant pendant ce temps-là recense sur ses doigts mignons des valses promises, et Rose sourit avec innocence. Oui, c'est quelqu'un qui manifestement était une sorte de
radar, enfin, quelqu'un qui sentait les vibrer les couleurs, les sons, vibrer les sensations aussi. Il a une manière de parler du désir parfois qui n'est pas de l'ordre du traité. C'est pas, évidemment, c'est pas Descartes, mais il transmet cette chose si particulière qu'est le désir. Vous pensez à quoi? Ah, je sais pas, par exemple, le double poème sur les filles qui s'appelle Printemps et été, je crois, qui sont deux sonnets, si mes souvenirs sont bons, d'initiation d'une très jeune fille par une femme plus âgée. Cette femme un peu plus mûre, qui est donc l'été d'une certaine manière, dit à cette jeune fille, qui est donc le printemps, sève qui monte et fleurs qui poussent, ton enfance est une charmille. Laisse serrer mes doigts dans la mousse où le bouton de rose brille. Le terme de charmille, par exemple, le fait d'avoir envie d'y mettre la main, parce que c'est ça, hein, c'est ces espèces de branches. La charmille, c'est ça, c'est des branches complètement mêlées qui forment une sorte d'obstacle presque, et on sent que c'est si petit, si doux en même temps qu'on pourrait y mettre la main. Cette trouvaille-là, ce terme de charmille, comme votre âme est un paysage choisi, ce sont ces mots-là qui font que le sentiment vibre et que le sentiment se transmet de lui à nous. Quand elle parle, la jeune fille après remercie cette initiatrice, et elle lui dit: elle a, ta chair, le charme sombre des maturités estivales, elle en a l'ambre, elle en a l'ombre, elle en a l'ambre, elle en a l'ombre. Cette manière de faire des volutes avec le son, avec la couleur de la peau, et en même temps on y voit les cheveux, et c'est ça qui est fantastique chez lui, c'est qu'il montre beaucoup plus qu'il ne dit. Comme dans Debussy, exactement, cette même manière-là, où la porte reste tellement ouverte que le lecteur, s'il trouve, non pas ce qu'il veut, mais il trouve à entrer partout. C'est le contraire de la poésie fermée de Valéry, justement, où il n'y a qu'une porte très étroite, sans jeu de mots, et qui permet d'y entrer. Si vous ratez la porte, c'est tant pis pour vous. Mallarmé était déjà un petit peu plus généreux tout de même. Mais Valéry, c'est vraiment hyper fermé. Et Verlaine, c'est hyper ouvert. C'est une sensibilité, c'est une chose absolument humaine. Elle a la dignité de ce qui est humain, et donc on entre dedans de plein pied. Femme et ombre, ces deux recueils érotiques ont été écrits entre 1888 et 1891. Mais il a fallu attendre longtemps pour les lire ouvertement. Jacques Drillon. Je trouve que c'est très intéressant ces histoires de poèmes obscènes, parce qu'on les connaît mal, évidemment on les a très peu étudiés puisqu'on ne les avait pas. Mais il glorifie la femme justement pour les raisons qui le font la mépriser, 20 pages plus loin. Verlaine était un homme sans morale d'aucune sorte. On ne peut pas dire qu'il était libre, il était le jouet de ses pulsions, et ses pulsions poétiques comme les autres pulsions. Alors ça, c'est le premier poème de femme, qui s'appelle Ouverture. Je veux m'abstraire vers vos cuisses et vos fesses, putain, du seul vrai Dieu, seule prêtresse vraie, beauté mûres ou non, novice ou professe. Oh, ne vivre plus qu'en vos fentes et vos raies. Vos pieds sont merveilleux, qui ne vont qu'à l'amant, ne reviennent qu'avec l'amant, n'ont de répit qu'au lit pendant l'amour, puis flatte gentiment ceux de l'amant, qui, las et soufflant, se tapit. Pressés, fleurés, baisés, léchés depuis les plantes jusqu'aux orteils, sucés les uns après les autres jusqu'aux chevilles, jusqu'au las des veines lentes, pieds plus beaux que des pieds de héros et d'apôtres. J'aime fort votre bouche et ses jeux gracieux, ceux de la langue et des lèvres et ceux des dents, mordillant notre langue, et parfois même mieux, truc presque aussi gentil que de mettre dedans. Et vos seins, double mont d'orgueil et de luxure, entre quels mon orgueil viril parfois se guinde, pour s'y gonfler à l'aise et s'y frotter la hure, tel un sanglier veau du Parnasse et du Pinde. Vos bras, j'adore aussi vos bras, si beaux, si blancs, tendres et durs, dodus, nerveux quand il faut, et beaux et blancs comme vos culs, et presque aussi troublants.
chaud dans l'amour, après, frais comme des tombeaux. Ça continue comme ça. Oui. Enfin, on voit bien dans un poème comme ça, tout de même, à quel point de raffinement, justement, il arrive, et un mélange avec des choses tellement ordurières. Parce que l'idée est ordurière, parfois, aussi. Quand il parle de ce qu'on appelle une cravate de notaire, je crois, et quand il dit « et vos seins, etc., autour desquels mon orgueil viril parfois se guinde, pour s'y gonfler à l'aise et s'y frotter la hure, cette idée d'avoir appelé ça une hure, ça c'est grossier, c'est très ordurier. Le vers est très beau, pour s'y gonfler à l'aise et s'y frotter la hure, c'est très beau. Mais il lui arrive aussi d'avoir l'idée ordurière. Alors qu'après, quand il parle des pieds, c'est admirable, de délicatesse. En technicien, vous citez Alain Buisine son goût pour le pastiche. C'est vrai qu'il a écrit plusieurs pastiches et j'aimerais bien qu'on en parle. Oui. Parce que vous dites que ce pastiche mène presque à une autodestruction de lui-même. Alors j'aimerais bien que vous en parliez de ça. Oui, l'idée que j'ai, c'est un type qui est fasciné par le pastiche. Et si on reprenait l'ensemble de son œuvre, on pourrait comme ça décliner tous les pastiches que ça comprend. Alors moi, ce que je dis sur le pastiche, c'est que ça n'est pas une faiblesse de l'œuvre verlainienne. Il ne fait pas du pastiche parce qu'il serait incapable de faire du Verlaine. Vous savez, je précise tout de suite, avant de donner un peu la solution du problème, qu'à la fin de sa vie, il fait du Verlaine. Ça va très loin, le pastiche. Il y a un poème qui s'appelle « À la manière de Verlaine ». Oui, c'est ça, il fait de l'autopastiche. Verlaine faisant du Verlaine. Je reviens sur cette question existentielle, parce que cette question de l'alcool, faut vraiment la comprendre, elle est décisive chez Verlaine. Vous savez ce qu'ont montré les psychanalystes modernes, enfin, on a beaucoup travaillé sur l'alcool à l'heure actuelle, on a la psychanalyse depuis une vingtaine d'années. L'alcoolique est souvent un type qui a un problème d'identité. Il ne se reconnaît pas lui-même, on peut le dire de façon amusante, entre guillemets, mais il va dans le café, il se voit dans le miroir, puis il adresse un mot à la serveuse, il a besoin que la serveuse lui réponde, parce que la réponse le constituera en tant que sujet. Alors, on comprend aisément que quelqu'un comme Verlaine, qui est quelqu'un qui a des problèmes identitaires extrêmement forts, travaille à la manière du pastiche. C'est-à-dire, si je ne suis pas moi-même, d'une certaine façon, je suis toujours l'autre. C'est comme un miroir, alors, c'est voilà. Ça ? Et moins j'arrive à être moi-même, plus je vais écrire comme les autres. Mais si j'écris comme les autres, peut-être je serai moi-même. C'est une dialectique extrêmement retorse. Je n'arrive pas à être ce que je suis, donc je fais ce que les autres font, mais faisant ce que les autres font, je me renvoie à l'image que les autres peuvent avoir de moi, et donc j'ai quand même une identité. Vous voyez, une logique extrêmement retorse qui fait qu'en passer par l'altérité du pastiche, c'est peut-être une façon de se retrouver soi-même. Le cas devenant tragique, évidemment, quand on fait de soi-même sa propre altérité pour tenter de se retrouver, et quand on est contraint de s'auto-pasticher. Là, ça devient un peu coton, si j'ose dire, un peu difficile. Je le voyais passer presque tous les jours, quand, au sortir de son antre grotesque, il gagnait en gesticulant quelques gargotes du côté de Polytechnique. Se maudit, se bénit, boitant, battait le sol du lourd bâton des vagabonds et des infirmes. Lamentable et porteur de flammes dans ses yeux couverts de broussailles, il étonnait la rue par sa brutale majesté et par l'éclat d'énormes propos. Flanqué de ses amis, s'appuyant au bras d'une femme, il parlait, pilant son chemin à sa pieuse petite escorte. Il créait de brusques arrêts furieusement consacrés à la plénitude de l'invective. Puis la dispute s'ébranlait. Verlaine, avec les siens, s'éloignait dans un frappement pénible de galoches et de gourdins, développant une colère magnifique qui se changeait quelquefois, comme par miracle, en un rire presque aussi neuf qu'un rire d'enfant. Ça, c'est la fin de sa vie, ça, c'est les dernières années. Je crois qu'il marque. Il était souvent ici, Procope. Je crois que c'est la même chose. Ça a été fait à la même époque, je crois. Il y a d'autres trucs qui... 1895. Cher monsieur, il écrit au patron du Procope. Le 8 mars 1895. On peut le lire. Cher monsieur, j'habite aujourd'hui
16 rue Saint-Victor, où je serai bien heureux de vous voir visiter cette alité qui est moi. Encore une fois, avec un abcès sous le pied qu'on m'a percé hier et qu'on pense tous les jours. Voyez la joie. Impossible de mettre le pied sur terre, par terre, pardon. Ne donner à mademoiselle Esther, ni autre personne, ce qui me reste de paperasse. Bientôt, quand vous viendrez me voir, apportez-moi ça en tout cas, gardez précieusement. Et tout à vous, Paul Verlaine. J'ai pas l'impression que ça a été bien recopié. Parce que la lettre est là. Je pense les 10 dernières années de Verlaine. Qu'est-ce que fait Verlaine? Il passe son temps à s'exhiber. Vous savez que quand il est à l'hôpital, il ne faut pas l'imaginer trop misérable. Les amis viennent le voir, il y a des discussions, les disciples le rencontrent. Quel est le geste de Verlaine? C'est assez dur à comprendre. C'est de montrer que la poésie l'a tellement dévoré qu'il est devenu lui-même le corps de la poésie. Et qu'il n'y a pas plus poétique que son corps lui-même. Montrer son corps, c'est déjà montrer son corpus poétique. Hein? Mon corps devient poétique parce qu'il est tellement misérable, malade, qu'il a été le corps de quelqu'un qui s'est consacré totalement à la poésie. Donc, mon corps malade, c'est la transmutation de mon écriture. Vous savez, c'est une position qui se développera plus tard. La folie de Van Gogh, c'est l'indice de sa picturalité. Les délires d'Artaud, ça devient la monstration de son génie poétique, son génie de penseur. C'est-à-dire que la monstration du corps, dans la modernité, va faire de plus en plus partie du corpus même de l'artiste. Réfléchissez, pour en venir à quelque chose de tout à fait contemporain, à ce que peint, mettons, Bacon. Hein, Bacon ne peint plus que des corps tordus et viscérés. Des morceaux de corps. La boucherie, si je puis dire. Et cette boucherie, ça devient la pure picturalité. Alors là, Bacon le montre, il le peint. Oui. Comment l'écrit-il, Verlaine? Mais Verlaine ne l'écrit pas, il le fait passer à l'acte. Il dit « Je me sacrifie, je ne suis plus qu'une ruine ambulante. Regardez-moi, pauvre Verlaine. » Mais ce que vous regardez, c'est la poésie en acte. Le sacrifice du corps a l'air d'être la preuve, je m'avance pas trop, hein, a l'air d'être la preuve de la création. Bon, et puis vous savez qu'il a théorisé ses batailles. Hein. Bataille, celui qu'au XXe siècle va théoriser tout cela. La reconnaissance même de son corps lamentable devient la reconnaissance de son œuvre poétique. Et c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, l'écriture est purement épiphénoménale. Mais ça va donner des choses au XXe siècle. Il faut comprendre que toutes les choses d'une archéologie, le body art, les performances sur le corps. J'allais parler des happenings, des choses comme ça. Vous voyez, parce que les choses se construisent historiquement. Tout ça n'a pas surgi comme ça par l'opération du Saint-Esprit brusquement. Oui, si je le disais comme ça un peu brutalement, les 10 dernières années de Verlaine montrant son corps dans les cafés comme ça s'exhibant, c'est une forme de happening déjà. Et ça expliquerait mieux pourquoi quand il était à Brousset, je sais pas, il a passé presque 10 ans de sa vie à en sortir et à rentrer à l'hôpital. Il n'arrêtait pas. Et c'était son salon à la fois d'écriture, son salon de... Mais il était marqué, et comprenez, je crois que la démonstration est faite, je suis très content que vous me faisiez remarquer ça, il était marqué, il y a un panneau au-dessus de son lit, il était marqué « Paul Verlaine, homme de lettres ». Et en dessous, dans le lit, il y avait le corps du poète, et tout cela était suffisant. Et on venait voir le trésor vivant, en fait. On venait voir le poète, visiter le poète. Puisqu'il était marqué, il y avait le panneau, puis le poète, on ne disait pas son œuvre, ça n'avait même plus d'intérêt à la limite. On venait voir le corps du poète. Mais le corps du poète, c'était son œuvre elle-même. Avec Jacques Borel, Alain Buisine, Jacques Drillon, André Gendre, Guy Goffette et la voix de Marguerite Moreno. Remerciements au Café Procope. Texte lu par Michel Parent et Hugues Kester. Une vie, une œuvre, Paul Verlaine. Prise de son, Cécile Dume, Jean-Marie Charon, Jean-Christophe Perrin, Hervé Dejardin. Mixage, Marie-Dominique Bougot, Pierrick Charles.
Réalisation, Hélène Daude. Une émission de Simone Dweck.